Pendant plus d'un millénaire, l'Europe entière était paysanne. De génération en génération, des hommes et des femmes proches de la terre en ont pris soin pour se nourrir et nourrir leurs semblables. Mais que savons-nous de leurs peines et de leurs rêves, de leur solidarité et de leur révolte contre tous les dominants qui veulent s'emparer de leurs champs et de leur travail? Privé de pouvoir et de récits, ce peuple paysan a longtemps vécu dans le silence et l'obscurité. Aujourd'hui, on le dit en voie de disparition. Pourtant, son histoire est plus actuelle que jamais, traversée depuis 15 siècles par une même question, celle de la terre et de son usage. Ton herbe et pour pas que ça l'épuise. Si tu vas pâturer une herbe qui est pas assez avancée et que tu vas toujours aller la couper, bah forcément elle va appuyer dans ses réserves et en fait elle va s'appauvrir et c'est une prairie qui va pas durer dans le temps. On essaye de les faire durer maximum peut-être 10-20 ans si elles veulent quoi. Mais pour qu'elles durent en fait il faut les préserver donc il faut les faire pâturer au stade optimal. Et le stade optimal c'est ça, c'est au stade 3 feuilles. Donc tu vois, si tu prends une graminée, toi c'est ça. Tu as une, deux et ta troisième feuille. Et normalement, tu as une hauteur de feuille à 18-20 cm quoi, pour de la vache laitière. C'est intéressant en fait, on modèle, d'où le nom du paysan qui modèle le pays et qui fait le pays. Et c'est vrai qu'en fait c'est rigolo, si on a un impact en fait, qui est énorme finalement dans notre territoire, selon si j'entretiens mes haies ou pas, si j'en plante ou pas. Si là je plante des haies, je plante des arbres fruitiers, je fais des pré-vergers, en fait dans 100 ans c'est des poiriers qu'on verra qu'on aura plantés. Du coup, c'est assez gratifiant aussi, quoi. On essaye on va essayer de laisser quelque chose derrière nous qui est intéressant et vivable. Donc, Une autre manière de gérer les ressources, la manière forte, qui voit dans la nature un ennemi à vaincre, comme ces marais de la région de Rome que le régime fasciste de Mussolini décide d'assécher en 1934 pour en faire des terres cultivables. L'opération s'appelle la bataille du blé. Vue par les actualités de l'époque, on dirait un film de guerre. L'Europe connaît la même frénésie de défrichement vers l'an 1000, quand après des années de stagnation, la croissance démographique et la croissance économique reprennent en même temps. Les dominants poussent à l'extension des terres cultivées, conquises sur les forêts et les zones marécageuses, comme celles qui bordent le fleuve Po dans le nord de l'Italie. Les grands monastères, les grands seigneurs identifient ces espaces comme de nouveaux lieux de pouvoir. Ils y font venir des hommes, leur font travailler la terre et s'enrichissent avec les profits générés par ces nouvelles terres cultivées. Cette violence faite à la nature entraîne bien souvent une réaction de la part de la nature elle-même. Quand on canalise un fleuve pour en cultiver les abords, ça veut dire que lorsqu'il entre en crue, par exemple, l'eau ne va plus inonder des zones non cultivées, des marais ou des bois qui existaient auparavant. Non, elle va se répandre dans des champs cultivés. Une inondation sur des terres incultes n'a aucune conséquence. Mais quand elle survient dans un espace transformé en terre cultivée,
Elle devient dramatique, préjudiciable, dangereuse, aussi bien pour les cultures que pour les habitants et pour les villages qui s'y sont installés. Mais au XIe siècle, on voit surtout l'effet positif de la croissance. Une nouvelle période de prospérité dont la construction des grandes cathédrales est le signe le plus visible. C'est le produit du travail paysan, seule source de richesse qui permet de les bâtir. Pourtant, ces paysans, qui forment la très grande majorité du peuple chrétien, n'apparaissent ici que rarement, perdus au milieu de la foule des rois et des saints, jamais très loin des monstres, toujours en bas pour bien leur rappeler leur place. La paysanne va au marché pour y vendre son lait et, chemin faisant, rêve de s'enrichir. Puis son pot au lait se brise. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. La première version française de cette fable date du milieu du XIIIe siècle. C'est une de ces leçons de morale chrétienne que le curé prêche aux paysans le dimanche pour les mettre en garde contre la tentation de s'élever au-dessus de leurs conditions. Mais la fable dit également que les paysans du Moyen-Âge profitent eux aussi de la croissance et participent à leur façon au développement du marché. À mesure que l'économie de marché se développe, ce qui est le cas à partir du XIIe siècle, les paysans y participent. On le constate presque partout en Europe. Les paysans ne font pas que payer une redevance au seigneur et subsister tant bien que mal sur ce qui leur reste de récolte. Ils ont de quoi aller eux-mêmes vendre leur production au marché. Ils vendent des céréales aux villes. Les citadins en ont besoin. Ils leur en achètent. Et en retour, les paysans achètent aux citadins des vêtements, des objets en métal, qui sont de meilleure qualité que ceux qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes ou trouver chez le forgeron local. Ils s'intègrent à l'économie de marché. Et quand ils y entrent, les marchés connaissent une forte expansion. Et bien sûr, comme les paysans représentent 80 à 90% de la population, à partir du moment où ils y participent, le marché grossit considérablement. Selon moi, c'est ce qui explique l'expansion rapide du commerce au XIIIe et XIVe siècle. Les paysans vivent mieux. L'argent qui circule à nouveau dans les campagnes leur permet de récupérer un peu de leur liberté. Les corvées et le servage disparaissent peu à peu. Les seigneurs permettent aux paysans de les racheter, préférant toucher de l'argent plutôt que de recourir au service d'une main-d'œuvre certes gratuite, mais de très mauvaise volonté. La situation des paysans s'améliore, mais pour les élites du Moyen-Âge, ils ne sont toujours pas tout à fait humains. Dans le roman de la Rose, le paysan s'appelle Danger, tandis que dans Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, le héros rencontre un paysan au cœur de la forêt. Il avait une tête énorme, plus grosse que celle d'un cheval, des cheveux noirs hérissés et un front pelé. Ses oreilles étaient poilues et grandes comme celles d'un éléphant, et ses sourcils touffus, sa face large et plate. Des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche fendue comme la gueule d'un loup, de grandes dents jaunes et pointues comme celles d'un sanglier. Le chevalier s'enhardit. « Es-tu une bonne créature ?» demande-t-il. « Je suis un homme. » C'est très caractéristique de l'époque. Énormément de sources médiévales manifestent un mépris absolu à l'égard des paysans. C'est presque une différence de caste. À tel point qu'il existe une histoire dans laquelle un paysan emmène en ville son âne couvert de crottin et se retrouve par accident sur le marché aux épices. Il est tellement assailli par ces odeurs inhabituelles qu'il tombe dans les pommes.
Il ne revient à lui que quand on lui met du crottin sous le nez pour lui faire sentir une odeur qui lui paraît normale. J'ai un voisin qui me disait que quand il arrivait à l'école, il était la risée des autres enfants qui n'étaient pas enfants de paysans parce qu'il sentait la bouse, parce qu'il avait nettoyé les étables des vaches. Hein, et que du coup, il s'est senti toute son enfance, il s'est senti humilié, méprisé. Je pense que moi-même, d'une autre génération, mais moi je l'ai senti très fort. Enfin, mon enfance, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire d'une humiliation parce que j'étais fille de paysan. Et parce que c'était la honte d'être fille de paysan. C'était le dernier des métiers. Une fois, on m'a dit, au moins, moi, mon père, il est camionneur, quoi. C'est pas autant la honte que d'avoir un père qui est paysan. Il n'y a encore pas si longtemps, je dirais une dizaine d'années, on ne pouvait pas employer le mot paysan. C'était un terme péjoratif. Si tu passais à la télé pour parler du droit des paysans, il fallait parler du droit des petits fermiers. Une fois, pour une communication, on a fait venir un journaliste. On n'arrêtait pas de dire « paysan, paysan, paysan ». À un moment, il nous a sorti « arrêtez de dire paysan, je dois le couper à chaque fois ». Avec le retour de la croissance, un nouvel acteur s'impose, la ville, qui fait son retour en force après une éclipse de plusieurs siècles. La rencontre avec le monde paysan est brutale. Dans les campagnes, le citadin est désormais le nouveau maître. C'est surtout le cas en Italie, où les grandes villes du nord et du centre du pays jouent le rôle de précurseurs. Quand je dis en français le mot « paysan », je fais référence au pays, c'est-à-dire à la campagne. En anglais, « peasant » renvoie à la même chose. Alors qu'en italien, attention, quand je dis le mot « contadino », ça se rapporte non pas à la campagne, mais à la ville. Parce que le contado italien, ce n'est pas la campagne. C'est la campagne soumise à la ville. C'est l'espace rural sur lequel la ville exerce sa domination politique, sociale et économique. Cette domination tient à une singularité de l'aristocratie italienne. Elle est propriétaire de la majorité des terres, mais elle vit dans les villes d'où elle impose ses lois aux campagnes. C'est ce que montre la célèbre fresque du bon gouvernement de Florence. Une campagne productive et soumise au service de la ville. Mais à y regarder de plus près, ces paysans ont un air louche, comme s'ils préparaient un mauvais coup. Ce n'est pas seulement le paysan ignorant, fruste, illettré. C'est aussi le paysan malhonnête, le paysan qui vole. Du point de vue des classes possédantes italiennes, cette image négative du paysan prend, à partir du Moyen-Âge et pendant toute l'ère moderne, la forme du paysan fourbe, qui dérobe ce qu'il doit au propriétaire citadin. Parce que l'intérêt du propriétaire, c'est le profit, bien plus que la domination des personnes, comme c'était le cas de l'aristocratie traditionnelle. Sur les côtes flamandes de la mer du Nord, les villes portuaires connaissent elles aussi un développement spectaculaire qui coupe progressivement les élites urbaines des campagnes environnantes. Autour de la mer du Nord, il y a des villes, tout un monde de commerce, de banques, de capitaux, et à côté, les zones humides, avec leur population de paysans libres, qui jouissent aussi d'un bon niveau de vie et d'un certain pouvoir politique. Et ça, les élites urbaines ont beaucoup de mal à le tolérer.
Ce qui est dangereux pour un citadin ambitieux, ce sont les ruraux ambitieux, les fermiers ambitieux. Les paysans pauvres ne sont pas dangereux. Ils ne posent aucun problème. Mais quand ils deviennent riches et puissants, ils sont une menace pour les marchands de la ville. Il y a là une part de jalousie, mais aussi de peur vis-à-vis de ces paysans qui ne sont pas pauvres et nécessiteux, mais prospères et riches, et qui deviennent donc des concurrents sociaux. Ces paysans doivent être écrasés, et ils le seront, grâce à l'alliance des élites urbaines, de la noblesse et de l'Église. Dès le XIe siècle, des communautés paysannes indépendantes avaient entrepris de construire des digues afin d'assécher les zones marécageuses des côtes de la mer du Nord et gagner ainsi de nouvelles terres pour la culture des céréales. Ces digues étaient des ouvrages modestes, bâtis à l'initiative de la communauté villageoise et maintenus collectivement. Un ciment de solidarité. Chaque famille avait la charge de l'entretien d'une section de la digue, proportionnelle à la taille des champs qu'elle possédait. Les digues étaient fragiles, elles ne résistaient pas aux grandes tempêtes de la mer du Nord. Les ruptures étaient fréquentes, mais elles étaient prévues, faciles à réparer, et leurs effets étaient de toute façon limités par la taille modeste des ouvrages. Tout allait donc bien, jusqu'à ce qu'une autre tempête se mette à souffler, d'origine humaine cette fois-ci. Quand les terres étaient submergées, à l'époque médiévale, les communautés paysannes réparaient progressivement les digues. Parfois, elles arrivaient à le faire tout de suite, parfois ça leur prenait quelques années, en tout cas plus de temps. Mais peu à peu, les inondations commencent à être considérées comme des échecs. On se sert des inondations pour confisquer les terres aux communautés paysannes, sous prétexte que si la digue a cédé, si les terres sont inondées, c'est la preuve évidente que la communauté paysanne n'est pas capable de maintenir ces digues en bon état. Dans les textes officiels, un nouveau type de loi apparaît, qui dispose que si une terre ne peut pas être remise en culture dans les 12 mois qui suivent l'inondation, ces anciens détenteurs sont déchus de leur propriété. Ils doivent abandonner leurs terres. C'est une fiction juridique absolue. Une fiction juridique imposée d'en haut, inventée par les juristes qui travaillent au service des rois, des comtes, des princes et des évêques, qui convoitent de plus en plus ces zones côtières parce qu'il y a du profit à en tirer, parce qu'on peut les transformer en terres cultivables. Mais ces zones n'étaient pas des friches, elles n'étaient pas à l'état sauvage. Elles étaient occupées par ces communautés paysannes. Les dominants devaient donc attendre qu'une inondation submerge les terres, constater que la communauté n'arrivait pas à réparer sa digue, et là, ils pouvaient confisquer les terres et lancer de nouveaux projets. Après 300 ans de progrès constants, la croissance prend fin au début du XIVe siècle. L'Europe s'enfonce alors dans une succession de crises enchevêtrées. Famine, guerre, maladie. C'est le triomphe de la mort du tableau de Bruegel. Un cauchemar qui se prolonge pendant les 3 siècles suivants. Depuis l'an 1000, la croissance était portée avant tout par l'extension continue de la culture des céréales, ressource principale des marchés et des hommes. De cette dépendance naît la catastrophe. Au début du XIVe siècle, il aura suffi d'une succession de mauvaises récoltes pour provoquer une famine comme l'Europe n'en a pas connue depuis des siècles. On l'appelle la Grande Famine. Elle fera plusieurs millions de morts. Le phénomène de la colonisation agricole, c'est-à-dire de l'expansion de l'agriculture au détriment des autres activités,
a provoqué, dès le Moyen Âge, dans la première moitié du XIVe siècle, des famines gravissimes. L'économie paysanne misait sur la diversification, soit en associant agriculture et sylvopastoralisme, soit au sein même de l'activité agricole, en cultivant toute une variété de produits. Pas seulement du froment, mais aussi du seigle, du millet, de l'engrain, de l'épeautre, de l'orge, de l'avoine. Tout cela constituait une modeste assurance contre la famine, car chacune de ces céréales a sa propre période de croissance et de récolte. Seulement voilà, par la suite, cet éventail de ressources variées s'est resserré sur la seule agriculture. Comme l'écrit un texte du XIe siècle, sans agriculture, il n'est pas possible de survivre. C'est une phrase choc qui ne serait jamais venue à l'esprit d'un paysan du VIe ou du VIIe siècle. Bien sûr, l'agriculture y tenait une place importante, mais on pouvait survivre sans. Or, quelques siècles plus tard, ce n'est plus possible. Une pénurie de grains, une pénurie de céréales conduit tout de suite, automatiquement, à la famine. Les chroniqueurs rapportent alors d'atroces recettes. On mélange de la terre avec ce qui reste de farine et on pétrit cette pâte à laquelle, pour maintenir l'illusion, on s'obstine à donner la forme d'un pain, nourriture de base des familles paysannes et qu'on appelle pain de famine. Il arrive un moment, disent les sources, les chroniques, où les hommes ne sont plus des hommes. Ils abdiquent leur condition humaine. Ce point de bascule, c'est quand ils se mettent à manger de l'herbe telle qu'ils la trouvent dans les champs, comme des animaux, sicut pecudes, comme le bétail, disent les textes. Tant qu'ils étaient encore capables d'utiliser ces herbes et ces racines pour confectionner une sorte de pain, ils conservaient encore leur identité humaine, leur appartenance culturelle à une société d'êtres humains qui fabriquent leur propre nourriture. C'est ce qui marquait leur identité culturelle, même dans les moments les plus désespérés. La famine exacerbe les tensions entre ville et campagne. Les villes ont des réserves de céréales, les paysans s'y réfugient pour chercher secours. Mais les bourgeois ne veulent pas partager. Lors d'un de ces épisodes de grande famine, ceux de Troyes, en Champagne, annoncent aux réfugiés une distribution de pain à l'extérieur des remparts. Une fois les paysans sortis, on s'empresse de refermer les portes de la ville. Et les affamés sont priés d'aller chercher secours ailleurs. Cette chanson du XIVe siècle figure toujours dans le répertoire des chorales du monde entier. Ici, une chorale taïwanaise. Ces querelles, décrits comme sales et puants, ce sont les paysans flamands des zones côtières qui se révoltent en 1325 contre les abus du comte de Flandre et de son allié le roi de France. C'est la première grande révolte paysanne du XIVe siècle. Elle reste méconnue malgré sa violence et sa durée, 3 ans, avant que les paysans ne soient écrasés à la bataille de Cassel. Les chroniques royales célèbrent cette victoire. Sur les enluminures, on reconnaît le roi de France à ses fleurs de lys, mais on a beau chercher, on ne voit pas où sont les paysans. On a jugé probablement qu'il serait indigne de montrer le roi obligé de se battre contre de simples rustres révoltés. Cette construction du paysan comme un être inférieur, qui, selon moi, se renforce au fil du Moyen-Âge,
tient au fait que les chroniqueurs sont désemparés face aux révoltes paysannes. Elles leur sont littéralement incompréhensibles, parce qu'elles témoignent d'une initiative paysanne qui n'est pas dirigée par un seigneur. Et forcément, puisqu'elles sont justement contre les seigneurs ou contre l'État. Elles sont donc traitées comme dénuées de sens, irrationnelles. Les paysans sont irrationnels, ils ne savent pas ce qu'ils font, leurs actes sont complètement incohérents, et tout ce qu'on voit, c'est de la violence gratuite. Aujourd'hui encore, on appelle jacquerie toute explosion de colère populaire, dont on ne voit pas ou dont on ne veut pas voir les causes. Comme cette manifestation de paysans bretons en 1967. On retient les images d'affrontements et d'incendies, mais on en oublie la véritable raison. Une chute brutale du cours de la viande de porc. La toute première jacquerie, qu'on appelle aussi la grande jacquerie, est celle des Jacques Bonhomme, le surnom méprisant donné par les maîtres aux paysans. La révolte commence en mai 1358 par le massacre de 4 nobles en pleine campagne. Suit dans toute l'Île-de-France une explosion antiféodale que personne n'avait prévue et que personne ne maîtrise. Pendant 3 semaines, les paysans insurgés font la chasse aux nobles et pillent leurs châteaux. En juin, les nobles se reprennent et écrasent la jacquerie, tuant les révoltés par milliers. Les chroniqueurs de l'époque décrivent à loisir la sauvagerie des paysans, dont la révolte leur semble absurde. Elle a pourtant une cause bien réelle, les débuts de la guerre de 100 ans. Les paysans savent qu'ils sont toujours les principales victimes de la guerre, tandis que les nobles y voient au contraire l'occasion de prouver leur vaillance et d'afficher les couleurs. Pour eux, la guerre a tout d'une fête. Ils dépensent en parures l'argent qu'ils extorquent aux paysans pour, en principe, assurer leur protection. C'est le fondement même du pacte féodal qui est rompu. On pourrait croire que le réalisateur force un peu le trait, mais les enluminures de l'époque donnent raison aux paysans qui reprochent à la mafia seigneuriale de transformer le fruit de leur travail en étoffe chatoyante et bas de soie. Comme si les malheurs de la guerre ne suffisaient pas, survient en même temps la plus grande pandémie que l'Europe ait jamais connue, la peste noire. Nosferatu, le film de Murnau, évoque cette terreur arrivée par la mer. Dans le film, elle est incarnée par un vampire originaire des Carpates. Mais on sait aujourd'hui que la peste était originaire d'Asie centrale, qu'elle n'a pas débarqué à Brême comme dans le film, mais à Marseille, et qu'au lieu de partir en fumée au lever du jour, elle a ravagé l'Europe pendant plus de 2 siècles. La première vague frappe en 1348, faisant des dizaines de milliers de morts qui s'entassent dans les fosses communes. On ne comprend pas, on accuse les Juifs qui auraient empoisonné les puits, ou la colère de Dieu que des processions de flagellants cherchent à apaiser. C'est dans ce contexte d'extrême tension qu'en 1381, le roi d'Angleterre veut imposer une nouvelle taxe aux paysans. Ils refusent, se révoltent et marchent par milliers sur Londres, pillant au passage monastères et abbayes. Une de leurs cibles est la grande abbaye de Saint-Alban, dont l'abbé avait fait confisquer toutes les meules à main de ses paysans pour les contraindre à utiliser uniquement le moulin abbatial. L'abbé a eu ensuite une drôle d'idée, recycler ses meules paysannes pour en daller le sol de son parloir. Quand les paysans révoltés s'emparent de l'abbaye, ils dépavent le parloir et brisent les meules en petits morceaux, qu'ils se partagent, dit la chronique,
à la manière de l'hostie qu'on donne à l'église le dimanche, afin que le peuple sache qu'il a été vengé. Arrivés aux portes de Londres, les insurgés sont rapidement vaincus et leur chef, le prêtre John Ball, est torturé puis exécuté. Une défaite de plus. Mais pour la première fois, on entend la véritable voix d'une révolte paysanne, car les chroniqueurs de l'époque ont recopié sans en comprendre la portée les sermons de John Ball qui appellent les insurgés à tuer les seigneurs comme on arrache les mauvaises herbes. Pour les chroniqueurs, la révolte est tellement dépourvue de sens qu'ils incluent dans leur récit certains documents provenant des paysans eux-mêmes. Comme ils ne les comprennent pas, ils peuvent bien les ajouter. C'est ainsi que les sermons de John Ball, rédigés en anglais, sont immortalisés dans des chroniques en latin. Pas tant par plaisanterie, mais plutôt à titre d'exemple de discours paysans sans rime ni raison. Mais quand on étudie ces sermons, ils sont chargés de sens. Ils construisent un monde que les paysans peuvent comprendre. C'est assez clair pour nous parce que, grâce à d'autres sources, on appréhende mieux ce que pensaient les paysans. Ainsi, les sermons de John Ball parlent-ils de confiance et de solidarité mutuelle. Le plus célèbre de ces sermons, repris encore au XIXe siècle par les socialistes anglais, remet en cause le principe même de l'inégalité sociale. Quand Adam bêchait et qu'Ève filait, qui donc était le Seigneur ? La citation attribuée à John Ball, et qui semble authentique, est « Quand Adam bêchait et qu'Ève filait, qui donc était le gentilhomme ?» Autrement dit, au Jardin d'Éden, il n'y avait pas de Seigneur. C'est assurément une image religieuse. Mais est-elle plus importante que le fait de ne pas vouloir payer un nouvel impôt ? Ce n'est pas sûr. Je pense qu'on peut parfaitement entretenir deux idées contradictoires en même temps. On peut très bien rêver à un passé idéal dans lequel les seigneurs n'existeraient pas et auquel on pourrait revenir, tout en se disant « Je veux juste ne pas payer cet impôt et je ne veux plus jamais que quiconque me demande de l'acquitter. » Bien sûr, vouloir retourner au Jardin d'Éden est bien plus radical que de ne pas vouloir payer un impôt. Dans le siècle qui suit la révolte des paysans anglais, la revendication sociale prend pour cible l'Église catholique, accusée d'être au service des dominants et de trahir le message égalitaire du christianisme primitif. Au début du XVIe siècle, l'Allemand Martin Luther devient le chef spirituel de cette agitation qui donne naissance à la réforme protestante et inspire la plus grande révolte paysanne que l'Europe ait connue jusqu'alors. La révolte commence de la façon la plus étrange qui soit. À l'été 1524, une comtesse de l'ouest de l'Allemagne ordonne à ses paysans d'aller sur le champ ramasser des coquilles d'escargots. Un caprice d'autant plus malvenu qu'on est alors en pleine moisson. Les paysans refusent. Leur révolte se propage rapidement dans toute l'Allemagne. Des assemblées villageoises font la liste des revendications. Il y en a plus de 300 qui recensent tous les abus du régime féodal, du plus concret au plus symbolique. Le seigneur voit toute la campagne comme son terrain de chasse. Et si ça implique de galoper à travers les champs, il le fait. Pour lui, il s'agit de l'espace et de la distance qu'il peut parcourir à cheval. Mais les paysans, eux, voient quelqu'un piétiner des terres qu'ils viennent de semer. Et cela les rend furieux. Un cheval de chasse, un cheval de bataille sont des animaux très différents des chevaux de trait que possèdent certains paysans. Et un cheval, quand on ne s'en sert pas pour labourer mais qu'on le monte, ça donne de la hauteur. Ce qui veut dire que si le Seigneur s'approche de vous à cheval, il vous domine.
Vous devez lever la tête et lui, il vous regarde littéralement de haut. C'est pourquoi l'une des revendications des paysans est « Quand vous venez nous voir, vous devez descendre de cheval ». C'est pareil avec les chiens. Les seigneurs ont des chiens de chasse, ce sont de gros chiens. Ils les confient aux paysans pour que ceux-ci les nourrissent. Et les paysans s'en plaignent. Nous devons nourrir les chiens du Seigneur. On ne peut pas nourrir nos propres enfants, mais on doit donner de la viande à ces chiens. Et si on ne le fait pas, qu'ils sont maigres quand le Seigneur vient les chercher, cela se passe mal et on doit subir son courroux. Au printemps 1525, les assemblées paysannes s'accordent sur un programme de 12 articles qui résument toutes leurs demandes. La plus radicale exige l'abolition du servage, partout où il existe encore. Les 12 articles, accompagnés de renvois au texte de la Bible qui les justifie, deviennent le ciment de la révolte armée. Le manifeste paysan se propage dans toute l'Allemagne grâce à une nouvelle invention, l'imprimerie. Il connaît 20 tirages successifs, 25 000 exemplaires, un chiffre énorme pour l'époque, auquel il faut ajouter toutes les images satiriques qui dénoncent la corruption de l'Église et de ses moines. À leur apogée, les différentes armées paysannes comptent jusqu'à 300 000 hommes. Dans la longue liste des places dont ils s'emparent figurent non seulement les châteaux, mais aussi les monastères, particulièrement haïs, particulièrement visés. Les monastères sont incroyablement puissants à cette époque. Ils sont prêteurs, suzerains, ils contrôlent d'immenses espaces et ils ne cessent d'augmenter les charges qu'ils exigent de leurs paysans. Et par ailleurs, je crois que quand ces monastères se trouvent à la campagne, ils s'imposent vraiment dans le paysage. On voit tout de suite ce qu'ils représentent. Des concentrations de richesses, de récoltes et d'abondance. Pour la première fois, une révolte paysanne laisse de nombreuses traces, comme cette série d'images montrant l'attaque de l'abbaye de Weissenau. Images d'autant plus étonnantes qu'elles ont été commandées par l'abbé lui-même, qu'on voit s'enfuir à cheval, suivi des moines à pied. Les insurgés pillent l'abbaye, vident les bassins à poissons, les celliers, les caves, se goinfrent, s'enivrent, se battent entre eux. Ce sont les paysans déchaînés, tels que les voient les maîtres. Les révoltés eux-mêmes voient les choses autrement. Vous et vos hommes, vous attaquez le monastère et vous arrivez à vous en emparer. Puis c'est le tour du château. Quelqu'un sait comment y mettre le feu. Vous balancez les matières incendiaires à l'intérieur, vous ajoutez de la poudre à canon et vous le faites sauter. Eh bien, voir tout ce qui dominait l'horizon s'écrouler à vos pieds, c'est voir changer le paysage de la domination, un changement visible. Je crois que ça a été l'un des ressorts de la révolte. Mais il y avait aussi le fait de traverser le territoire tous ensemble, d'entendre des prêches sans doute, ce qui devait être très enthousiasmant aussi, de se déplacer en groupe, de marcher vers des lieux souvent bien plus éloignés que ceux où on se rendait d'habitude, et de vivre une vie différente, hors du temps, hors de la féodalité, hors de toutes les contraintes de la vie de tous les jours. Pragmatiques dans leurs revendications, les paysans sont mystiques dans leurs croyances. Persuadés d'avoir les astres et la providence divine de leur côté, ils sont sûrs de leur victoire sur l'ancien monde corrompu. Leurs armées sont écrasées, les unes après les autres, par les soldats de métier au service des princes. 130 000 paysans perdent la vie dans les combats et la répression qui suit. Martin Luther, dont les idées avaient pourtant inspiré la révolte,
prend le parti des vainqueurs. « Cher Seigneur, écrit-il, poignardez et égorgez à qui mieux, car rien n'est plus venimeux, plus nuisible, plus diabolique qu'un rebelle. » C'est peut-être à cette trahison, à ce coup de poignard dans le dos, que fait allusion un projet de monument à la défaite paysanne du peintre Dürer. Au sommet d'une colonne faite des symboles de la vie rurale, assis sur un cajot à poules, figure le paysan vaincu, une épée plantée dans son dos. Sa position est exactement la même que celle du Christ dans un autre dessin de Dürer. Dans les années 30, un écrivain tchèque imagine l'histoire d'un inventeur qui met au point une nouvelle machine capable d'imiter le travail humain. Il la baptise robot, de l'ancien mot slave robota, qui veut dire corvée, servage. Pour les paysans de cette partie de l'Europe, le servage évoque une mémoire proche. Il s'y est maintenu jusqu'au XIXe siècle. Mais en revanche, il n'y est apparu que tardivement, au XIVe siècle, au moment même où, à l'ouest, il était déjà en voie de disparition. Ces 5 siècles d'écart entre Est et Ouest sont une conséquence spectaculaire de l'énorme diminution de la population rurale due à la peste noire. En Europe de l'Ouest, la diminution de la main-d'œuvre disponible met les paysans en position de force par rapport aux dominants qui les emploient. Pour retenir une main-d'œuvre raréfiée, ils lui accordent l'essentiel, la liberté. En Europe centrale et orientale, c'est l'inverse. Pour contraindre une main-d'œuvre de plus en plus rare, les dominants lui imposent le servage, qui jusque-là y était peu répandu. Travail obligatoire, interdiction de déménager, de se marier sans la permission du seigneur, ou au contraire, pour les femmes, de rester célibataires ou veuves si elles tiennent à garder leur ferme. Du XVIe au XVIIIe siècle, dans les sociétés d'Europe de l'Ouest, environ 15% des foyers paysans étaient tenus par des femmes. C'est une constante. Donc les femmes étaient parfaitement capables de faire tourner une ferme. Dans les régions d'Europe de l'Est, où le servage restait très répandu, le pourcentage de fermes dirigées par des femmes était d'environ 5%. Pourquoi ? Parce que l'oligarchie villageoise et les seigneurs collaboraient pour expulser les femmes de leurs fermes. En 1604, dans le domaine de Friedland au nord de la Bohême, une paysanne, la veuve Teschner, décide de résister à l'expulsion. Dans les archives du tribunal seigneurial, on peut suivre le conflit entre d'un côté cette veuve Teschner qui ne se laisse pas faire et de l'autre la communauté villageoise et le seigneur qui veulent l'obliger à vendre sa ferme. Les villageois cherchent à la déloger parce que les hommes de sa famille veulent récupérer sa ferme. Et le seigneur, parce qu'en Europe de l'Est, on estimait que les fermes tenues par des femmes ne disposaient pas d'une force de travail suffisante pour accomplir la rebota, c'est-à-dire les 3 à 5 jours de corvée obligatoire. La veuve Teschner a finalement perdu, mais elle a quand même réussi à garder sa ferme pendant encore 3 ans. Pour finir, le seigneur a dit « Soit on vous expulse de votre ferme, soit on la vend de force, soit vous mariez l'une de vos filles pour qu'un homme prenne la direction de l'exploitation. » Ce qui est frustrant, c'est que les archives judiciaires s'arrêtent là, si bien qu'on ignore ce qu'il est advenu de la vieille veuve Teschner. Si ça se trouve, elle a encore tenu quelques années. Puisqu'elle avait déjà résisté 3 ans, peut-être qu'elle a pu en gagner 3 de plus. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que Joseph II, empereur d'Autriche, découvre la condition paysanne
et abolissent enfin le servage. Et 50 ans de plus pour que l'abolition devienne effective. Ce retard est une des raisons du décrochage économique et social entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Avant la révolution industrielle, une grande part de la proto-industrie était aux mains des paysans. Ils faisaient du tissu, des clous, des chapeaux de paille, ils fabriquaient de tout. Les seigneurs ne les muselaient pas totalement, mais ils s'arrangeaient pour limiter leur marge de manœuvre. Ils imposaient des taxes sur le filage, le tissage, la clouterie, etc. Ça a freiné le développement. Et c'est ce qui explique que dans les régions d'Europe qui pratiquaient le servage, le dynamisme économique des paysans a mis beaucoup plus de temps à se libérer. Il était bien là, mais bridé par les seigneurs. Toute l'économie compte. Mais si 80% de cette économie est paysanne, ce qui se passe dans l'économie paysanne compte encore plus. À partir du XVIe siècle, une nouvelle plante vient concurrencer les céréales traditionnelles. On lui donne toutes sortes de noms. Blé d'Inde, blé de Turquie, blé d'Égypte, blé de Barbarie. Derrière ces noms d'emprunt se cache la plante sacrée des Indiens d'Amérique, le maïs, qui, avant de devenir la culture de plein champ que l'on connaît, se répand discrètement dans les jardins des paysans. Les paysans, dans un premier temps, ont commencé par cultiver ce nouveau produit dans leur potager. Le but était de le soustraire à l'impôt seigneurial, car le potager était une sorte d'enceinte protégée, de lieu franc, réservé à l'usage exclusif des paysans. C'est capital pour l'économie paysanne, car le potager produit énormément toute l'année et il est exempté de taxes. Et puis, peu à peu, le maïs est sorti des potagers pour s'installer dans les champs. Ce sont surtout les seigneurs qui l'ont voulu. Ils ne le voyaient pas vraiment comme un moyen de s'enrichir commercialement. L'objectif n'était pas de le vendre sur les marchés. En revanche, ça représentait un bon produit pour nourrir leurs paysans, ce qui permettait de leur enlever les autres céréales plus appréciées et mieux adaptées à la revente. Donc, l'arrivée du maïs dans l'alimentation paysanne accroît encore d'un cran l'écart entre la nourriture des paysans et celle des gens qui s'approvisionnent au marché. Les riches citadins ne sont pas les seuls à profiter de l'apparition des nouvelles cultures. Les moustiques aussi s'en réjouissent, qui prolifèrent grâce au développement de la culture du riz, très rentable car son rendement est également bien supérieur à celui des céréales traditionnelles. Dès le XVe siècle, apparaissent dans le nord de l'Italie de gigantesques fermeries, comme la Tenuta Colombara dans la région de Vercelli. Les élites ont les capitaux, quant au travail, ce sont les paysans, réduits au statut d'ouvriers agricoles, qui le fournissent. Sous-produits des rizières, les moustiques propagent une maladie mortelle, la malaria, la fièvre des marais ou encore la peste des rizières. Qu'à cela ne tienne, l'aristocratie urbaine s'enrichit et se régale de risottos raffinés tout en interdisant l'implantation des rizières à proximité des villes afin de se protéger des miasmes et de la pestilence. Et tant pis pour les milliers de petites mains condamnées à patauger dans ces marais jusque dans les années 50 du XXe siècle. Les côtes flamandes des environs d'Anvers offrent un raccourci saisissant des grands bouleversements survenus entre le XIe et le XVe siècle. D'un côté, ce qui reste des zones humides
principale ressource des paysans de l'an 1000, et de l'autre, le même paysage tel qu'il a été remodelé au seuil des temps modernes. Ce qu'on voit dans les nouveaux paysages de polder, créés grâce aux capitaux des marchands au début de la période moderne, c'est une sorte de simplification radicale de la nature. Ces nouvelles terres côtières sont très rationnelles, entièrement géométriques, tracées sur une table à dessin puis plaquées sur le paysage. Et elles servent un nouveau type d'agriculture, concentrée sur un seul produit, avec les avantages de l'économie d'échelle, pour produire une denrée unique, avec un maximum de rentabilité. C'est un peu le laboratoire où l'on met au point les méthodes dont se servira le capitalisme pour remodeler la nature de façon radicale et particulièrement destructrice. Un tempestaire, c'est un homme à qui d'anciennes légendes paysannes prêtent le pouvoir de commander aux éléments, de dompter les tempêtes par son seul souffle. Les nouveaux tempestaires, dans la Flandre du XVIe siècle, sont des ingénieurs hydrauliciens. Leurs ouvrages, de plus en plus imposants et sophistiqués, sont conçus, disent-ils, pour résister aux terribles tempêtes de la mer du Nord. Des digues tellement sûres qu'on peut habiter à leurs pieds, promis qu'elles ne rompent pas. Elles rompent toujours, et les conséquences sont terribles. On voit qu'au bout de 20 ou 30 ans, ces nouvelles digues cèdent, exactement comme le faisait celle du Moyen-Âge, sauf que maintenant, il y a des gens qui vivent à côté, comme si elles ne pouvaient pas s'effondrer. C'est ce qui explique que des dizaines de milliers de victimes aient été déplorées suite aux grandes inondations du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. C'est ce qui explique que la dernière grande inondation en 1953 ait encore tué 2000 personnes. Ce sont toujours les mêmes processus. Une sorte de différenciation sociale entre les paysans les plus pauvres, qui vivent tout près des digues sur des terres basses, très exposées, très vulnérables, et les grandes fermes installées au milieu des polders, 1, 2, 3 mètres plus haut. Et 1, 2, 3 mètres plus haut, en cas d'inondation, ça change tout. C'est la différence entre se noyer et avoir la vie sauve.